Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode de la 3e saison des Dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcelet et aujourd'hui, on a un thème, je trouve, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis pas un boss, mais je pense que souvent, on aime ça savoir ce qui fait un bon patron d'un pas bon patron. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Je suis un bon boss. Avec nous pour en parler, Carlo Coccaro de Mathémo Monde et de aidersonenfant.com. Bonjour à tous. Marie-Philippe Simard de Chic Marie est là. Bonjour à tous. Et Noah Redler de Arch Innovation. Bonjour Pat, t'es mon boss. Juste en disant. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dirige. Pendant tous les épisodes, t'es mon boss. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va recevoir comme invité avec nous Éric Naman qui a été, entre autres, consacré boss de rêve par la Gazette de Montréal. Il est avec nous en studio. On va vous redire bonjour tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous le dis tout de suite. Bonjour, M. Naman. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Boss de rêve, c'est quand même le fun comme compliment. Pas mal. Je pense qu'un boss de rêve, ça peut se faire appeler par son prénom. Fait qu'on va l'appeler Éric. On va l'appeler Éric. S'il vous plaît. Avant d'y aller avec... est-ce qu'on dit tu ou vous? Tu. Avec tu. Un boss de rêve, ça dit tu. Éric. Merci, Carlo, de me diriger. C'est moi ton boss, c'est ça. Avant d'y aller avec toi, Éric, on va y aller des coups de cœur et des coups de gueule de chacun des membres de l'équipe. Je débute avec toi, Marie-Philippe. Coup de cœur, coup de gueule, réflexion. Pour ceux qui suivent la bourse un petit peu, l'entreprise Casper est rentrée en bourse, ça fait un appel public à l'épargne. Ça, c'est les matelas, Casper? Les matelas, tu sais, les matelas en boîte là, que tu te fais livrer, c'est comme le pionnier. Puis Casper avait fait une ronde de financement il y a 1 an et demi environ. Puis l'entreprise était valorisée à plus qu'1 milliard, 1,2 milliard, je pense. Et quand ils sont rentrés en bourse, ils sont rendus à autour de 350 millions, 400 millions. Aïe. Donc, les marchés les ont un peu ramassés. Puis ça fait à peu près 5 ans là, que les investisseurs et les entrepreneurs ils disent « Hey, on va mettre de l'argent, on va faire de la croissance. Puis à un moment donné, on sera profitable. Ouais. Mais là, on se rend compte que ça rattrape bien des business. Parce qu'il y a des business, plus tu crois, plus tu perds de l'argent. Puis Casper, c'est ça qu'ils ont dit Aucun avant. chemin vers la rentabilité. Non, c'est ça. Casper. Avant d'aller en public, ils ont dit on fera pas d'argent, pas maintenant, là, pas bientôt non plus. Puis ils se sont fait ramasser par les marchés publics. Là, une récession s'en vient. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir les autres compagnies qui vont se faire ramasser. Là. Ça serait temps qu'on essaie de faire de l'argent avec nos business, là, un moment donné, là. Ce serait plaisant. Et opportunité d'investissement à venir pour ceux qui jouent à la bourse, Oui, bien, ça dépend. advenant Ouais. le crash ou en tout cas une On baisse va des voir, marchés. on va voir qu'est-ce qu'il y a avec la récession. OK, Mais je oui, sens qu'il va belle falloir que je vous opportunité. parle quelque peu après le 9e épisode. On va jaser grandement. Carlo. Coup de gueule envers les autorités publiques en général, parce que la technologie va vite, elle envahit tous les secteurs, puis les gouvernements ne sont pas à la hauteur, ne sont pas capables d'agir assez rapidement pour rencadrer la technologie. 2 exemples en Chine, où la technologie est encadrée au bénéfice du gouvernement chinois. Bien, il y a un score social qui est établi de des caméras partout dans les villes avec la reconnaissance faciale pour donner un score social aux gens, puis ensuite contrôler leurs faits et gestes selon s'ils sont des bons citoyens ou pas. Aux États-Unis, il y a de plus en plus... Amazon a des caméras doorbell, là, tu sais, des sonnettes d'entrée avec caméra pour reconnaître le livreur Amazon, mais ils signent des ententes avec les villes pour donner accès à leur feed de vidéos pour, selon leur dire, améliorer la sécurité des villes. Bien sûr. Mais tout ça se fait de façon Pas encadré. pas encadrée et pas nécessairement au bénéfice du citoyen. Quand on parle de protection, tout le monde est content, mais la réalité, c'est que c'est un envahissement de la vie privée. Puis c'est pas vrai que les entrepreneurs, en général, ou surtout les grandes entreprises, ont à cœur la vie privée des gens. Bien au contraire. Et là, je parle même pas d'intelligence artificielle. Donc, tout ça pour dire que ça prend un dynamisme fulgurant et une volonté d'encadrer ces domaines-là, sans entraver la croissance, mais malgré tout pour protéger le public. Mais c'est quand même pas la première fois qu'on parle des progrès technologiques comme étant un peu le Far West souvent non plus, là. Oui, mais là, ils sont tellement rapides OK? que les gouvernements sont à la traîne. Avant, on est passé du cheval au moteur à vapeur puis au moteur à essence. Ça a pris 30 ans de chaque révolution. Les gouvernements ont pu s'adapter. Là, je vais approximativement avec les 30 ans. Mais là, on parle d'intelligence artificielle, Ouais. d'automatisation, puis ça va avoir des rythmes qui bousculent l'ordre social, qui bousculent les nouvelles, qui bousculent tout ce qui se fait, puis les emplois qui se perdent, mais il faut relocaliser ces travailleurs-là. Mais tout ça, ça a des impacts considérables sur l'économie et sur les gens. Puis en tout cas, je pense qu'il faut, comme citoyen, voter pour des gouvernements qui soient beaucoup plus proactifs.
Merci, Carlo. Ça fait plaisir. Noah. Et moi, je veux parler plus de l'entrepreneuriat dans les régions. Et on parle souvent de... Excuse-moi, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Ah, ben, je sais pas encore. On va décider à la fin. On passera au vote. Tu me diras. C'est toi le boss. Mais on parle souvent de Montréal, de Québec, de les grandes villes de Québec qui sont les grands centres entrepreneuriaux de Montréal. Mais de plus en plus, je vois de l'action dans les régions. De plus en plus, particulièrement à Lanaudière, on voit des projets comme le AgTech Zone à l'Assomption, comme le projet de C-Tech Repentigny, mais surtout le Living Lab de Lanaudière à Joliette. C'est un projet qui demande à tous les PME et les grandes entreprises dans la région de se transformer en Living Lab. C'est un endroit où les PME, où les startups peuvent venir et prototyper et expérimenter avec les entreprises existantes pour leur permettre de voir ce qui existe comme technologie pour leur permettre de moderniser, mais aussi de participer dans la création des solutions pour leur propre industrie. Alors, je veux vraiment féliciter le MRC de Joliette pour le projet de Living Lab de Lanaudière parce que c'est vraiment quelque chose qui change un peu la figure que l'innovation se passe juste dans les grandes villes et maintenant, ça se passe dans toutes les régions du Québec. Ben, écoute, c'est un coup de cœur, ça, finalement. Je suis d'accord. Coup de cœur. On a voté. Vous restez avec nous au retour de cette courte pause. On a avec nous Éric Naman. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Notre invité d'aujourd'hui a fait de la photographie pendant très longtemps. Il a eu son propre studio de photo commercial qui l'a amené au marketing pour finalement acquérir Damotech, qui est une entreprise qui reflétait ses valeurs en termes de culture d'entreprise. C'est peut-être pour ça que The Montreal Gazette l'a qualifié de boss de rêve. Éric Naman est avec nous aujourd'hui. Merci d'être en studio. Merci à vous de m'avoir invité, c'est bien apprécié. J'ai envie de te demander, Éric, parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est correct qu'on se tutoie puis tout ça. Puis c'est le thème un peu aussi d'aujourd'hui. C'est quoi un boss de rêve? Ben, écoutez, moi, je ne sais pas c'est quoi la vraie définition, mais ma définition à moi, ma raison d'être comme entrepreneur, c'est d'inspirer le dépassement de soi à travers une expérience de travail exceptionnelle. Alors, pour moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour que les personnes qui collaborent avec moi, qui travaillent avec moi et mes collègues, aient la plus belle expérience de travail possible. Alors, j'essaie tout le temps de mettre des programmes en place, des initiatives qui vont faire que ces gens-là vont se sentir chez eux, dans leur environnement de travail, parce qu'on passe plus de temps au travail qu'on en passe à la maison. Mais concrètement, ça symbolise comment exactement? Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que nous, on vit, on fait tout à travers 5 valeurs qui sont les nôtres, puis qui sont bien définies. Et on met des initiatives qui sont des initiatives qui permettent à nos employés de pouvoir grandir à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on a des programmes des incentives. Par exemple, on fait un voyage. Si on atteint nos chiffres, on fait pendant 4 jours. On amène toute l'entreprise ou dans le sud ou quelque part en voyage. Il y a combien d'employés dans l'entreprise? On est 77 aujourd'hui. C'est un avion complet, là. Non, pas tout à fait, mais on espère un jour. C'est parce que c'est pas tout le monde qui atteint ces chiffres. Ouais, c'est ça. Il y en a 3. Puis... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent ce type d'incitatif-là, de voyage, puis de table de ping-pong, puis de baby-foot dans les entreprises technologiques à Montréal qui veulent recruter les hipsters. Mais ton domaine d'activité, il est tout sauf sexy, là. Exact. On est une compagnie manufacturière spécialisée dans la sécurité des paletiers. C'est vraiment plate, là. C'est quoi les paletiers? Les paletiers, c'est du racking. Alors, le racking, ce qui arrive, c'est que dans les entrepôts, les chauffeurs de chariots élévateurs
sont payés pour de la productivité. Alors, leur allégeance est à leur poche et pas au racking. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le racking souvent pour aller plus vite. Et ils finissent par le frapper et l'endommager. Alors, nous, on a une division d'ingénierie, on a une division de logiciels, on manufacture des solutions adaptées pour rendre l'environnement de l'entrepôt plus sécuritaire. Et je vous jure là, qu'il le dit avec un sourire incroyable dans le visage. C'est difficile de le verbaliser et c'est difficile de l'expliquer, mais on vit ça tous les jours, on le vit avec passion, puis on a à peu près entre 225 et 250 Fortune 500 comme clients. Alors, on est le plus gros joueur dans notre domaine. Puis le gros de notre business se fait aux États-Unis. Le gros joueur au monde? En Amérique du Nord, En Amérique du Nord. Puis ce qui est beau aussi, c'est que tu as acheté cette entreprise-là, puis tu connaissais pas grand-chose de ce domaine-là. Absolument rien. Est-ce que, quand tu as acheté, quels étaient les critères pour te faire acheter une entreprise comme celle-là qui est plate? Là, on s'entend. Oui. C'est bien la sécurité. Arrête de dire que c'est plate. Non, mais c'est vraiment plate. Mais c'est bien la sécurité des gens. Je suis habitué. Mais non, on ne veut pas qu'il parle déprimé. Il va partir heureux. Fais-moi confiance. Ben, moi, j'avais 4 critères vraiment spécifiques. Le premier, c'était qu'il fallait que la compagnie fasse de l'argent, cash flow positive. Le deuxième, il fallait qu'elle ait un bon produit que j'étais à l'aise de pousser avec un sourire. Le troisième, c'est qu'il fallait que ça fasse de l'argent quand j'étais pas là. Et le quatrième, c'était qu'elle ait un marketing qui est un peu désuet pour que je puisse ajouter de la valeur rapidement. Alors, parce que ton talent, c'est le marketing? C'était la communication, en fait, visuelle surtout. Okay. Alors, je suis arrivé, puis la compagnie avait 17 employés, incluant mon associé et moi. Et il n'y avait pas une de mes premières embauches, c'était quelqu'un en communication, en graphisme. Puis la contrôleur, un jour, est rentrée dans le bureau pour lui dire « Ça doit être le fun de dessiner toute la journée et se faire payer. » Elle comprenait vraiment pas ce qu'on faisait. Alors, et la contrôleur n'est plus à l'emploi de l'entreprise maintenant. Elle est malheureusement décédée, mais... ça va bien à date. C'est pas fort, mais Éric, j'en retiens deux choses de ce que tu viens de dire. Tu as parlé de cash flow, tu as parlé aussi de faire... C'est important que l'entreprise fasse de l'argent quand tu n'étais pas là. Puis moi, les gens le savent ici, je suis pas le gars qui connaît le plus de choses aux finances. Mais t'es à l'argent à tabarouette, par exemple. Non. mais souvent, moi, ce que j'ai l'impression qu'on nous dit, le discours, c'est que plus on en offre aux employés, plus on a envie qu'ils soient heureux, plus ça coûte cher. Ah, c'est sûr. Ça coûte extrêmement cher. Mais le retour sur investissement est vraiment en vaut la peine. Il y a 20 ans, l'avantage compétitif, c'était d'avoir de la main-d'œuvre peu chère. Mais aujourd'hui, l'avantage compétitif, c'est d'avoir du talent, de l'intelligence et de l'éducation. Et ça coûte des sous. Alors, pour attirer des joueurs A, qui sont les meilleurs joueurs possibles dans le marché pour compétitionner, ça prend des programmes. Parce que, comme vous dites, moi, je suis une compagnie plate. Tu sais, je ne suis pas un Google ou un Facebook. Les gens ne courent pas les rues pour s'en aller chez vous. Exact. Là. Alors, la façon qu'on a réussi à faire ça, c'est que notre environnement de travail est vraiment magnifique. L'immeuble est magnifique. Les avantages sont très, très bons. C'est sûr qu'on paye des bons salaires, mais le salaire n'est pas le seul arbitre du bonheur dans une entreprise. Alors, nous, on a plein de programmes autres que le salaire qui font que c'est vraiment intéressant de travailler pour nous. Okay. Mais Eric, je suis curieux, tu n'es pas inquiète de créer des attentes trop élevées? C'est sûr. Alors, des employés qui disent, regarde, je vais faire mes ventes, mais seulement si tu m'envoies sur un voyage de rêve. T'allais-tu dire en Chine? Oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe si un jour tu n'es pas capable de vraiment offrir tous ces perks? Écoutez, je n'ai pas fait face à ce problème à date. Là, ça fait 10 ans que... Le 19 avril, ça va faire 10 ans que je suis propriétaire. Puis, on a eu de la croissance permanente pendant les 10 ans. Et de la forte croissance. Cette année... toute seule, on a 55% de croissance. Alors, c'est vraiment... 55, c'est cool. Oui, alors ça se passe bien. Et je continue à raffiner les programmes. J'écoute beaucoup et je suis bien entouré. Alors, ce qui fait que ma force à moi, c'est vraiment l'aspect people. C'est l'aspect des gens. Puis c'est ça qui m'intéresse. Puis quand on est... j'ai été artiste pendant 20 ans, fait que j'ai une sensibilité aux gens qui est
disons, un peu plus élevé que la moyenne. Et alors, ça a été ma plus grosse surprise et ma plus grosse éducation. Ça a été ça. Ça a été le fait que j'ai cette sensibilité envers les gens. Puis je rencontre tous les gens qu'on embauche à l'intérieur de l'entreprise, tout le monde. Mais vous êtes un artiste, vous êtes un photographe. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne connaissez rien au domaine au départ. Alors, Exact. quand vous dites j'embauche, Oui. comment vous faites pour savoir que vous embauchez les bonnes personnes? Alors, j'ai appris avec le temps. C'est sûr que j'ai été d'un environnement où il y avait un culte de personnalité à un environnement où il fallait avoir de la discipline, puis il fallait avoir toutes sortes de structures, si vous voulez. Mais je suis chanceux, je suis très bien entouré. Ma conjointe, Cléo Maheu, c'est une coach d'affaires exceptionnelle qui, elle, est spécialisée en hypercroissance. Alors, c'est une coach gazelle. Oui, exactement. Alors, et nous, on suit la méthodologie qu'elle implante en entreprise. Et c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'influence sur la façon qu'on fait les choses. Et c'est aussi un très bon sounding board pour moi, parce que des idées, j'en manque pas. C'est juste de choisir les bonnes puis comment les appliquer. Et ensuite, je suis chanceux d'avoir un mentor qui est un grand homme d'affaires américain, qui est essentiellement un grand homme. C'est quelqu'un, sa dernière entreprise, il avait 17 000 employés. Et il a 7 enfants, marié depuis 53 ans. À 27 ans, il était le secrétaire de Gerald Ford à la Maison-Blanche. Quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Puis je lui parle... Il s'appelle comment? Il s'appelle Warren Rustand. Okay. Puis si vous allez sur Google, il y a plein de vidéos de lui sur YouTube. Puis c'est un homme extrêmement intéressant. Et c'est quelqu'un à qui je parle souvent. Et c'est un peu... mon sounding board. Oui. Tantôt, on parlait des salaires compétitifs, puis les perks. Puis pour payer un voyage, il faut avoir des sous. Mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui commencent en business, puis ont des moyens un petit peu du bord. Fait comment on fait justement pour aller chercher les employés, les garder, mais avec peu de moyens? Comment on peut être créatif là, pour ça? Bien, c'est une très bonne question. Par exemple, nous, on fait des choses qui sont aussi beaucoup moins chères que de faire des voyages. On fait par exemple, on veut que les employés soient fiers de travailler chez Damotech. Alors, ce qu'on fait, c'est chaque année, on fait un barbecue, par exemple, qui est un barbecue où les employés ont le droit d'inviter n'importe qui veulent de leur famille pour venir. Puis la raison, c'est que l'employé va pouvoir montrer à sa famille où il travaille. Il est fier de travailler chez Damotech, il est content, puis il veut leur montrer que c'est un bel environnement de travail. Et l'avantage de ça, c'est que le jour où cet employé-là, possiblement, décide de partir, ben, c'est sa famille qui va lui dire, écoute, regarde comment t'es bien. On veut aller au barbecue. Oui, exactement. Puis on a autre chose aussi, c'est qui est une autre façon de réfléchir à ça, c'est que nous, on dit toujours, c'est une phrase en anglais, excusez-moi, mais c'est « experiences and not things ». Alors, ce qu'on veut, c'est faire vivre des expériences aux gens au lieu de leur donner un bonus. Par exemple, quelqu'un qui performe, puis vous lui donnez un chèque de 300 $, demain, il va oublier qu'il a eu un chèque de 300 $, puis c'est fini. Là. Il a acheté son épicerie, puis that's it. Mais si vous lui donnez un certificat cadeau qui est pour lui, puis sa conjointe, ou son conjoint, ou whatever, puis qui peut aller dans un spa ou dans un souper ou quelque chose, ben, il va se souvenir de cette expérience-là pas mal plus longtemps que le 300 $ que vous lui avez donné comme boni. Et ça, c'est tout vous qui réfléchissez à ça ou c'est votre blonde Chloé? C'est une combinaison d'être exposé à beaucoup de choses comme ça. Je suis quelqu'un d'intensément curieux. J'adore apprendre, puis lire, puis et observer. Et alors, j'adapte tous les concepts que je trouve intéressants à notre réalité à nous. Okay. Par exemple, je vous donne un exemple, des compagnies de technologie qui donnent des vacances illimitées. Okay? Ça a l'air extrêmement alléchant. Okay? Sauf que moi, j'ai une ligne de production. Comment vous faites pour donner des vacances illimitées à une ligne de production? C'est impossible. Alors, ça n'arrivera jamais chez nous, malheureusement. Mais je vais essayer de trouver autre chose pour compenser pour ce genre de concept parce que j'ai quand même
une équipe qui est très multidisciplinaire. J'ai des ingénieurs, j'ai des programmeurs, j'ai des soudeurs, des journaliers, j'ai toutes sortes des gens en marketing, des gens en vente. Alors, il faut les unir. Oui, oui. Alors, on fait beaucoup d'activités. On fait 4 fois par année, on voyage beaucoup comme compagnie. Fait 4 fois par année, on fait quelque chose qui s'appelle un No-Fly Day. Puis un No-Fly Day, c'est que tous les employés n'ont pas le droit de voyager cette journée-là. Et s'ils veulent prendre des vacances, s'ils veulent prendre cette journée-là en vacances, ben, ils sont obligés de prendre la semaine complète en vacances. Ce qui fait que presque tout le monde est au bureau. Et là, on ne travaille pas, on fait juste des activités de team building. Comme Comme par on joue exemple, à la tag. Oui, on fait par exemple quelque chose qui s'appelle les Dames Olympiques. Nous, tout ce qu'on fait s'appelle Damo quelque chose. alors, on fait les Dames Olympiques. Les Dames Olympiques, c'est on sort dehors, puis on fait des équipes, puis les équipes sont multidisciplinaires, puis c'est des défis d'aller vite, bâtir quelque chose. Fait qu'on fait ça de manière régulière. On fait un lavoton parce qu'on est impliqué avec Jeunesse au Soleil. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un lavoton pour lever des fonds. Et là, tout le monde porte des t-shirts orange, on est dehors, on lave autant de voitures qu'on peut, puis et les employés contribuent à un fonds. Et ensuite, nous, on va voir des partenaires comme nos voisins Costco, certains de nos clients comme Frito-Lay, des choses comme ça, qui nous donnent de la nourriture qu'on va livrer chez Jeunesse au Soleil le jour de notre party de Noël. Alors, le matin de notre party de Noël, on loue des bus. On embarque tout le monde dans les bus. Puis cette année, on a livré 17 846 livres de nourriture à Jeunesse au Soleil. Et après ça, on va faire notre party de Noël. Fait qu'il y a une contribution à la communauté. Et après ça, on va célébrer. Éric, il me semble que tout est trop parfait chez vous. Ah, oui. As-tu déjà viré un employé? Oui, certainement. Qu'est-ce qui se passe dans la dynamique, la culture de l'entreprise? Alors, c'est sûr que nous, on est une compagnie qui offre quand même des belles conditions, un bel environnement de travail. On a des attentes élevées de performance. Et alors, c'est sûr qu'on suit une méthodologie qui s'appelle Top Grading, qui est une méthodologie de faire un genre de bilan de chaque employé dans l'entreprise. Et ça nous permet de savoir où est-ce qu'ils sont, leur état de progression, leur implication, leurs valeurs. Et c'est basé sur 2 axes. Un des axes, c'est la productivité de l'employé, puis l'autre axe, c'est les valeurs. Et alors, on fait un genre de pointage basé sur ces 2 axes-là. Et il y a des employés qu'on peut aider à faire progresser. Puis il y en a d'autres que quand il y a des problèmes qui sont non solvables, disons, on va prendre action. Oui. Alors, sont quoi les valeurs de ton entreprise? Alors, la première valeur et la plus importante, c'est la collaboration. Ça, c'est non négociable. Vous pouvez rentrer dans le bureau de n'importe qui, demander n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée, puis vous allez avoir de l'aide. Puis si ce n'est pas le cas, on n'est pas intéressé de les avoir. Alors ça, c'est vraiment très, très important. Après ça, on a l'efficacité. On est un groupe de gens très efficaces. On a beaucoup d'ingénieurs qui aiment l'efficacité et la production, fait qu'on aime l'efficacité aussi. On aime l'innovation. On a toujours des idées. On aide des grosses compagnies avec des gros problèmes, fait qu'on aime innover. On aime le dévouement, fait qu'on aime les gens qui sont intéressés de contribuer à l'entreprise et à avoir l'entreprise à cœur. Et la dernière, qui est aussi très, très importante, c'est la bonne humeur. Happy at work, c'est non négociable. OK. Vas-y, non, mais on parle beaucoup de vos valeurs, oui. Dans le positivisme, dans le bonheur, etc., etc. Et je le dis positivement. Oui, là. allez-y. Est-ce que dans une grande famille comme ça prend pas en quelque part un gourou? Écoutez, un gourou, je ne pense pas de cette façon-là, c'est sûr. Okay. La chose à laquelle moi je pense, c'est le bien-être. Ouais. Puis comment je vais continuer à le perpétuer, si vous voulez. Et la chose qui est la plus difficile, c'est comment on garde à 17 employés, c'est facile de faire tout ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais à 77, ça commence à être plus difficile. Et à 277, ça va être encore plus difficile. Peut-être impossible, je ne sais pas, mais je ne suis pas rendu là, mais je les prends au... Mais par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est en pleine rénovation, on a grandi. Et la nouvelle partie, la dernière chose que je veux, c'est qu'elle s'appelle la nouvelle partie. Alors, elle ressemble à l'ancienne partie
comme deux gouttes d'eau. Même que dans la nouvelle partie, ils voulaient mettre un nouveau tapis. Puis je dis non, on met l'ancien tapis. Ils n'étaient pas capables de l'avoir. On change le tapis partout pour avoir le même tapis, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles parties et d'anciennes parties. Pour pas qu'il y ait des gens qui soient favorisés d'un côté puis de l'autre. Exact. Ah oui. Alors c'est une démocratie. J'ai une question un peu dérangeante dans un autre ordre d'idée. Oui. Être artiste, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable sur Terre. Non. Comment est-ce qu'un artiste qui fait ça pendant 20 ans réussit à avoir assez de capital pour racheter une entreprise? Ben, c'est une super bonne question. Je sais. Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par comment mes clients amener leurs produits sur le marché. Fait que j'étais intéressé par le côté business de la chose et j'étais aussi un artiste qui ne pouvait pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Là. Il fallait que ça soit financièrement intéressant. Et alors, j'avais quand même réussi comme à accumuler beaucoup. Pas accumuler beaucoup, mais accumuler assez pour pouvoir aller voir et la banque et Investissement Québec. Et quand on achète une PME, moi, ma réflexion à moi, si je peux me permettre, c'était de m'acheter un salaire. C'était ça le concept initialement. C'est que j'achète une compagnie qui fait 2, 3, 4 millions de dollars, puis il y a assez d'argent pour que je me sorte un peu d'argent pour moi pour vivre. C'était ça l'idée. Et avec le minimum d'investissement possible. Et alors, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un associé qui, lui, mettait aussi un fonds. Et ensuite, on a été chez Investissement Québec, qui avait un programme qui subventionnait 70% du prêt de la banque. Alors, le prêt de la banque était garanti à 70% par Investissement Québec. Alors, la banque était prête à prendre le risque. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'acquisition de l'entreprise. C'est quoi le minimum, un peu comme une maison, c'est quoi le minimum de cash down qu'il faut donner pour racheter une entreprise? Ben, écoutez, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je sais que probablement à 25-30%, on est capable de faire une entente. Parce que l'autre chose aussi, puis ça, c'est un conseil que moi, je donne toujours à des gens qui achètent des PME, c'est que je leur dis, si le propriétaire actuel de l'entreprise refuse de vous faire un prêt pour que vous lui payiez en 2, 3 ans une balance de vente, n'achetez pas. Ah, oui. Parce que si vous vendez une compagnie puis il veut sortir aujourd'hui puis c'est fini, il y a quelque chose de caché. Parce qu'il y a un petit problème. Parce qu'il n'y a pas confiance. Alors, si vous achetez puis vous faites une balance de vente, ben, ça vous permet de pouvoir essentiellement avoir du financement qui est presque gratuit parce qu'il va vous demander un 5% ou 4% ou vous faites l'entente que vous voulez. La difficulté d'acheter une business par rapport à une maison, c'est qu'une maison, il y a beaucoup, beaucoup de comparables. Dans un quartier, vous allez avoir plein de comparables. Quand vous achetez une business, chaque business est différente de l'autre et c'est là la complexité de décider si c'est un bon deal, pas bon deal, est-ce qu'on se fait avoir, est-ce qu'on paye trop cher, etc. Dans mon coup de gueule, au début, je parlais de la technologie qui envahit nos vies. S'il y a un domaine où on se dit, bon, ben, les palettes puis les échafaudages, il faut que ça reste sécuritaire, on ne pense pas nécessairement à la technologie. Puis ton entreprise est la preuve que la technologie envahit tous les domaines d'activité. Absolument. Vous avez même une plateforme technologique que vous vendez à vos clients. Exact. À quel point ton entreprise survivrait s'il n'y avait pas la technologie avancée dedans? Ben, elle survivrait pendant un petit bout, mais elle n'aurait pas de pérennité, disons. Okay. Alors, pour assurer le futur, ça prend un aspect technologique. Et nous, ce qu'on fait, c'est que comme on a des très gros clients qui sont des compagnies qui ont beaucoup d'entrepôts, souvent, la personne en charge de ces entrepôts-là n'est pas capable de voyager et visiter tous leurs entrepôts. Alors, nous, ce qu'on fait, on finit par avoir une plateforme sur laquelle on permet à nos clients de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans leur entrepôt en termes de sécurité sans avoir à se déplacer. Et c'est là la proposition de valeur. Ah, oui. Exactement. C'est intéressant. Souvent, on associe les entrepreneurs à tout ce qui s'appelle MBA, des diplômés, des HEC, etc. etc. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme Damotech a gagné à être dirigée par un artiste? Wow, c'est toute une question. Presque aussi bonne que celle de... Presque, mais t'as encore des croûtes à manger. C'est bien. Alors, écoutez, la réponse honnête, c'est que
moi, tous les entrepreneurs que je côtoie ou que j'écoute ou que j'admire ont tous une perspective qui n'est pas la perspective typique d'une éducation typique puis un chemin typique. Tous ont des chemins atypiques et le mien fait partie de cette équation-là. Et moi, alors, au début, j'essayais... Écoutez, quand je suis arrivé chez Damotech, je ne savais même pas c'était quoi un 4%. Je ne savais rien. C'était comme... J'avais pas... tous mes employés, c'était des pigistes avant. Ouais. Alors au début, j'essayais d'éliminer mon atypisme, si vous voulez, puis de me mouler à un entrepreneur typique. Mais j'ai réalisé avec le temps que tous les gens qui ont vraiment du succès ont toujours une perspective qui est la leur, qui est unique. Et alors maintenant, j'assume qui vous êtes. Oui, exactement. Ah ouais. Et maintenant, il donne son 4% à tout le monde. Oui, 4% pour toi! 4% pour toi! C'est ça, il n'a pas compris c'est quoi encore. Est-ce qu'on a... Vas-y, Carlo. Ben non, moi, j'admire l'entrepreneur unique. Bravo pour la croissance. 17 à 77, c'est des petits chiffres. Ouais. Mais c'est des chiffres immenses en entrepreneuriat. C'est tellement gros passer de 17 à 77. Puis les défis sont x5. Là. C'est 60 de plus, mais c'est comme l'équivalent de 500 de plus. Ils sont très différents. Les défis sont différents à chaque... puis entre 50 et 100 employés, c'est une croissance où on est obligé de formaliser des procédés parce qu'au début, à 17 employés, les gens rentrent dans l'immeuble, dans l'usine. Puis vous criez avec de haute voix, puis tout le monde vous entend. Maintenant, il faut communiquer, puis on ne peut pas communiquer juste une fois, il faut communiquer 5 fois, 10 fois pour avoir une réaction. Ouais. Je présume que vous n'avez pas de syndicat? On n'a pas de syndicat. As-tu déjà eu des tendances syndicales? Aucune. Non? Aucune. Pour exiger des voyages annuels, puis exiger... 3 voyages par année. On traite vraiment les employés de manière très proche. On est très proche d'eux. Par exemple, ça, c'est une initiative que j'ai commencée hier. Puis c'est une initiative, elle est toute simple. Clairement, juste pour notre épisode d'aujourd'hui. Oui, clairement. Il a démarré une nouvelle initiative. Exactement. Mais elle est extrêmement simple. C'est juste pour vous dire, c'est que ce qui est en train d'arriver, c'est que je sens que je m'éloigne de mes employés de l'usine parce qu'on est de plus en plus occupés, on grandit plus, puis moi, j'ai plein de demandes sur mon temps qui sont autres que la production. Ouais. Alors, je veux m'assurer de rester proche de mes employés de l'usine. Fait que j'ai un jeudi pizza. Fait que tous les jeudis, pas tous les jeudis, mais une fois par mois ou une fois par 6 semaines, je vais avoir un jeudi qui est pizza. On paye la pizza, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai 1 heure de lunch avec les employés. Jaser avec le monde. Exact. Et puis, ils peuvent me demander des questions, puis j'essaie de leur inculquer la vision de l'entreprise, parce que le reste du temps, ils sont dans un environnement de manufacturier et ils travaillent sur une ligne de production. Mais on essaie aussi de les faire rêver. Fait que l'année passée, un mois avant notre party de Noël, pour les 30 ans de l'entreprise, j'ai demandé à tout le monde d'écrire leurs 5 grands rêves d'une vie. Et là, je ne leur ai pas dit pourquoi, mais ils n'arrêtaient pas de me demander. Puis j'ai dit, juste écrivez-les. Moi, j'ai inventé un employé fictif, puis je lui ai donné des rêves. Puis à partir de là, ils ont écrit leurs 5 grands rêves. Et là, pour les 30 ans de l'entreprise, au party de Noël, je leur ai annoncé qu'on allait piger 30 rêves puis les réaliser. Et on a fait ça pendant l'année. Wow. Et alors, c'était incroyable la réaction des employés et les expériences qu'ils ont vécues. Alors, c'est fantastique. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes un boss de rêve, comme le dit la Gazette, parce que je ne suis pas votre employé, mais chose certaine... Mais tu as le goût d'aller, hein? ça aussi. Mais chose certaine, tu es un invité de rêve, ça étant dit. Super agréable. Merci beaucoup. Tu n'auras pas de voyage, tu n'auras pas. Merci beaucoup d'être passé dans le studio. Merci beaucoup. Hein. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour avec Les Dérangeants, 9e épisode, 3e saison. Avec nous aujourd'hui, Carlo Coccaro est là, Noah Redler et Marie-Philippe Simard. Et on y va, si vous êtes prêts, avec la question dérangeante, qui est quand même assez dérangeante aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi votre chiffre? Ça serait quoi le montant à écrire là, sur un chèque? Là, je vous donne un chèque en blanc pour vous convaincre de vendre votre entreprise, d'abandonner votre bébé. Noah, tiens. Si on prend cette question aujourd'hui, avec tout en considération, c'est 10 millions. Ah oui, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Non, euros. On va faire ça à l'international. 10 millions de dollars. Toi, selon toi, ça vaut 10 millions de dollars ou c'est plus sentimental? Non, pas du tout 10 millions de dollars. Je ne peux pas valider ce chiffre, mais si j'avais abandonné mon entreprise aujourd'hui, c'est 10 millions de dollars pour faire la belle vie. Tu serais prêt à accepter, à écouter pour 10 millions de dollars? Oui, c'est ça. OK. Marie-Philippe, toi. Chic Marie. Oui. Je mets combien sur Mais le là, chèque? Ça dépend parce que j'en ai deux. Tu sais, j'ai Chic Marie puis Jenny. Là, La totale. Les deux, la totale. Ah, je sais pas. Moi, je calerais 1 milliard. Là. J'arrête pas de caler mon milliard. Je sais, je suis gossante avec ça. Mais dans la réalité... Tu vis dans un monde de licornes puis d'arc-en-ciel. Peut-être que je vais être là, mais je pense que ça dépendrait de ma situation personnelle. Si je suis rendue que j'ai 4 enfants puis je veux passer du temps avec eux autres, la réponse risque d'être différente. Aujourd'hui, ça serait ça. 30 ans, 1 milliard. 35 ans, je sais pas. C'est beaucoup d'argent quand même, 1 milliard de dollars. Je sais déjà tout comment je vais le dépenser. Ah, tu vois, j'ai 38 ans, alors ça change tout. C'est pour ça qu'il est rendu à 10 millions. Tu vois, ça baisse avec l'âge. Carlo, le chèque est devant toi. Moi, tu mets quel montant pour Mathémo Monde? Moi, j'ai tellement bûché fort, seul, depuis 15 ans, qu'il y a un côté de moi qui me dit, tu me donnes 5 millions aujourd'hui, puis ce 5 millions-là devient 1 milliard en 10 ans. C'est comme, j'ai accumulé tellement de compétences et de savoir, pas tant que ça, mais tellement plus qu'à mes débuts, que tu me donnes 5 millions pour repartir un nouveau projet, j'ai l'impression que la lune est à moi. Ah toi, c'est pas un 5 millions pour aller trotter. Dans le fond, tu vois ça comme un investissement pas plus loin. Moi, j'enverrais mes enfants en camp de vacances. C'est pas vrai, j'adore mes enfants. Non, je passerais plus de temps en famille temporairement. Je prendrais une sabbatique de 2 mois, puis après ça, je lancerais quelque chose d'autre, mais avec ces moyens-là, que 5 millions, ça serait énorme pour faire des grandes choses. C'est vrai. OK, parfait. C'est juste 3,5 millions après les taxes, alors c'est pas grand-chose. 3,5. C'est vrai, mais j'ai 3 enfants, puis avec une fiducie, t'es capable d'augmenter diminuer ton impôt en gain capital. Là, tes enfants sont pas majeurs. C'est plus touché. Tout le monde est prêt à débattre? Oui. Le thème d'aujourd'hui, je suis un bon boss. Alors, je vous pose carrément la question comme ça dans un premier temps. Toi, non. Je vous lance comme ça. Moi, je suis tellement pas un boss, mais vous l'êtes. Carlo, tiens, te considères-tu comme un bon patron? Moi, je vais dire ce que j'ai souvent dit au micro. Je suis une personne gentille. Je suis fondamentalement gentil. Oui. Puis ma femme me dit tout le temps, on a les défauts de nos qualités. Fait que je pense que les gens qui travaillent chez nous me trouvent gentil, apprécient l'humain que je suis, mais ça vient avec une tonne de faiblesse, un manque des fois de rigueur, un manque d'encadrement, une forme de laisser aller parce que je suis trop gentil, que ça fait de moi un mauvais patron pour bien encadrer les gens. Je suis un bon leader, je suis un bon visionnaire, mais au quotidien, je suis sûr que ma gang aimerait ça avoir plus d'encadrement puis qu'ils sortiraient plus heureux. Mais c'est drôle parce qu'on en a parlé. Spécial, quand même. Hein? Je te réponds direct à ta question, t'as vu? Oui. Donc, t'es pas capable de la misère à dire non aussi, à déplaire aux gens. J'aime pas ça. Non, j'aime pas ça déplaire. J'aime ça. Puis je leur dis, ça, c'est une position que j'aime pas. Faut que je le fasse, mais j'aime pas ça. Mais après ça, c'est les détails du quotidien. Tu sais, être un bon boss, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, qui est équitable, qui reste gentil. Tu sais, ça, un empêche pas l'autre. Mais moi, j'ai pas ça en moi, cette rigueur-là, puis les directions constantes, puis moi, je suis plus dans la vision, puis dans le rêve un peu. Fait que ça rend ça difficile au quotidien. Je sais que ma gang, des fois, aimerait ça beaucoup plus de suivi personnalisé. Okay. Une direction très, très claire sur la semaine, sur le mois à venir. Puis j'ai de la difficulté à faire ça. C'est drôle parce qu'on en a parlé, je me rappelle plus quand. On était ensemble. Moi puis Carlo, dans Les Dérangeants en général, on fait beaucoup de l'administration tous les deux. Puis je pense qu'on en a parlé il y a une couple de mois. Puis le constat qu'on a fait, c'est qu'ensemble, on était un peu bad cop, bon cop. Tu sais, il était plus le bon cop. Clairement, Marie, c'est bad cop. Personne s'en doute, là. Mais tu sais, c'est positif parce que ça fonctionne bien. Mais les deux, on était comme... Tu sais, Carlo me dit, moi, j'aimerais mieux être bad cop des fois. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'aimerais mieux être plus smooth des fois. Ouais. Fait que, tu sais, c'est négatif, positif. On sait ce qu'on est, mais on voit qu'il y a des lacunes, tu sais. Mais Noah, puis je m'en viens, Noah, là, mais une fois qu'on a dit ça, puis vous le savez, là, que des fois, tu aimerais ça être bon cop, puis toi, tu aimerais ça être bad cop, vous êtes incapable de l'être dans la vie de tous les jours ou quoi? Non, je pense pas qu'on est incapable, mais c'est moins naturel.
Okay. En même temps, la clé, moi, ce que je dis à mes garçons souvent, puis c'est la même chose, c'est dans la vie, focus sur tes forces, pas sur tes faiblesses. Il y a une limite à compenser ses faiblesses, parce que là, tu deviens fade. Puis Eric, c'est ce qu'il nous dit, les gens atypiques, les gens différents, c'est eux qui surperforment, qui sont souvent plus heureux. Fait que, comme boss, c'est aussi ça. Mes forces, c'est d'être gentil, c'est d'être conciliant, c'est d'être équitable, puis d'être un leader. Après ça, mes faiblesses, il faut que j'en sois conscient, puis idéalement, trouver du monde qui vont gérer ces faiblesses-là. Okay. Noah, te considères-tu comme un bon boss? Et je me pose cette question assez souvent parce que moi, dans mon entreprise, je suis le seul associé. Alors, je dois jouer bon cop et bad cop en même temps. Oui. Et je suis pas mal rigoureuse dans tous mes demandes. T'es rigoureuse? Oh oui, je suis très rigoureuse. Pour toi, mon Carlo. Arrête. Mais non, mais c'est vrai, j'ai des attentes très élevées et j'insiste que mes employés livrent sur mes attentes. Mais en même temps, j'aimerais que l'environnement de travail soit assez amical et que tout le monde travaille en collaboration ensemble. Mais des fois, je sais qu'on a une bonne relation, on peut prendre lunch ensemble, on peut vraiment parler des choses plus personnelles en équipe. Mais à certains points, je dois devenir le boss et je dois arriver et dire, OK, non, on ne fait pas comme ça, il faut changer ça, je dois critiquer mes employés sur leur travail. Mais je vois ça plus comme une façon de les former, de les faire améliorer leur façon de faire. Alors, I don't know, je ne sais pas. OK. Moi, je vais donner un exemple, là. Super précis et récent, vraiment récent. Ce matin. C'est récent. J'ai quelqu'un dans mon équipe que, humainement, là, je trouve super cool. Tu sais, c'est quelqu'un de bien fit dans l'équipe. Quand je l'ai embauché, cette personne-là, je la trouvais allumée. Puis je me disais, il va s'adapter, puis on va être capable de... Puis malheureusement, c'est pas le cas. Puis ça livre pas. Ça livre pas. Tu sais, les attentes étaient claires. La livraison n'est pas là. Plusieurs rencontres très constructives, positives de suivi. Elle a une super attitude, cette personne-là. Elle a une super attitude. Puis il livre pas la marchandise. Puis là, je trouve ça dur parce que je suis dans 2-3 semaines où je sais où ça s'en va. Puis j'ai même de la misère à faire le mot. J'ai pas de la misère à rencontrer la personne pour dire, malheureusement, regarde, c'est pas un bon fit. C'est que là, il faut que je trouve quelqu'un pour remplacer cette personne-là, mais j'ai besoin de lui entre-temps. Ben oui. Elle, cette personne-là. C'est pas simple. Puis il y a des gens qui s'en foutent de ça puis qui font, regarde, je recrute, au pire, ils s'en rendent compte. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à ces décisions-là. Je me dis, mais si jamais ils voient une offre d'emploi passer, cette personne, tu sais, je trouve ça pénible. Mais pourquoi t'hésites, Carlo? C'est quelqu'un qui ne livre pas, c'est quelqu'un que tu sais que tu vas virer éventuellement. Oui, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je le garde-tu en attendant ou pas? J'en ai besoin en attendant parce qu'il accomplit quand même une forme de travail, mais il faudrait que je recrute en même temps sans lui dire. Ou si je lui dis, après ça, je vais perdre. De toute façon, il n'est pas à la hauteur. Fait que je vais pas perdre. Je veux dire, regarde, t'es mieux. Quand je mets quelqu'un à la porte, ça arrête tout de suite. Il n'y a pas de 2 semaines, de reste pendant 2 semaines pour m'aider. Non. Si je te veux plus, je te veux plus. Fait que je trouve ça difficile, cette transition-là. Mais est-ce que cet employé-là écoute régulièrement Les Dérangeants? Donc, voici drôle le parce nom. Que, considérant la date de diffusion de cet épisode-là, j'ai réfléchi avant. Et ça va me forcer à passer à l'action avant. Mais je l'adore, cette personne-là. OK. Il semblait qu'il y avait quelque chose là. Mais moi, j'ai vécu, tu vois, l'inverse. Une fille qu'on avait engagée en marketing, hyper efficace, hyper performante, vraiment, ça accroche. Mais crime, ça fit pas. Humainement? Non. Puis pas avec moi, avec les autres, ça fit pas. Je sais pas, ça fitait pas. Fait qu'on a été obligé de la slacker. Fait que c'est touché, ça, de savoir. Tu sais, humain, performance. Pour moi, l'humain est non négociable. La performance aussi, mais l'humain avant tout. Puis moi, souvent, c'est ce qui fait que je vais garder les personnes trop longtemps parce que humainement, il y a une forme d'attachement, puis la personne, elle est bien. Mais quand la performance ne suit pas, c'est ça que je trouve le plus difficile à encadrer. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas vraiment d'accord parce que cette question d'être humaine, c'est quelque chose qu'on peut régler. On peut travailler sur le team building, on peut vraiment aider l'équipe à s'entretenir, on peut essayer de comprendre ces personnes. Mais les personnes qui ont une bonne personnalité, qui sont très capables de s'entendre avec tout le monde, mais ne performent pas, pour moi, comme entrepreneur, ça, c'est un problème. Alors, c'est drôle parce que je pense exactement le contraire. Moi, je pense qu'on ne peut pas changer quelqu'un fondamentalement, mais tu peux le former puis l'amener à être meilleur, mais tu ne peux pas changer sa personnalité. Tu ne vas pas changer qui cette personne est. Même avec du team building, quelqu'un qui n'est pas coopératif ne peut pas le devenir en 2 mois. Là. Mais tu peux l'aider à trouver une façon d'intégrer ou juste mieux s'ajuster à l'environnement de l'équipe. Pour moi, c'est pas une question de famille, c'est une question d'entreprise. Ouais. Moi, j'ai des obligations auprès de mes clients. Et si mes clients ne sont pas contents parce qu'il y a quelqu'un qui ne livre pas, ça va avoir un effet sur toute mon équipe. S'il y a quelqu'un que les gens n'aiment pas tant que ça, ben bon, ils vont pas luncher ensemble, mais ils vont vivre dans le bureau quand même. Oui, mais moi, je suis un peu du bord à Carlo. La personne que je parlais tantôt,
sais, je te donne un exemple. Mettons, elle est en marketing. Ça se peut que des fois, au service à la clientèle, on a une promotion qui est partie, puis il y a un gros boom. Ou à l'entrepôt. Dans ce temps-là, tout le monde arrête, puis on va les aider. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On est en gang, tout le monde est en gang. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais s'il faut, on le fait. À Noël, là, tout le monde est en entrepôt, tout le monde est en jogging, puis tout le monde aide, tu sais, parce que c'est des grosses périodes. Puis le jogging, c'est important? C'est très important. Okay. Tout le monde en gris. Ça, c'est une directive. Okay. Puis tu vois, cette personne-là, elle disait, ben moi, j'ai été engagée pour faire du marketing, je vais faire du marketing. Mais ça, tu sais, c'est une question de valeur. On en a parlé beaucoup. Ça ne fit pas. Fait que, tu sais, oui, tu as raison sur la performance, mais tu peux pas forcer ça. Si quelqu'un ne veut pas aider, elle veut pas aider. Là, Mais Marie, est-ce que tu préfères d'avoir quelqu'un qui est performante et quelqu'un qui est aimable? Moi, je veux les deux. Ah, oui. Puis j'aime mieux mettre dehors des gens qui n'ont pas les deux. Vous êtes dur. Moi aussi. Ouais. Est-ce que, comme patron, c'est important pour vous de savoir que vous êtes apprécié? Pour moi, oui. Non, pas vraiment. Moi non plus. Bon, parfait. J'aime ça parce que tout le monde n'est pas, Pour moi, il est oui, pas sur la même longueur d'onde. Moi, la différence avec ces deux, c'est que j'ai un cœur. Puis pour Non, c'est moi... parce que Carlo est bon, quoi. Ouais, non, mais moi, Tu Tu as besoin de savoir que les gens t'aiment. Tu as besoin de savoir que... Oui, parce que moi, j'aime les gens. Fait que je serais pas capable de vivre dans un monde de requins, de la finance, qui sont juste... Moi, je suis pas équipé pour gérer ça. Moi, je suis équipé pour être gentil avec les gens, puis que les gens soient gentils avec moi, puis qu'ils m'apprécient. Puis j'ai besoin de sentir qu'ils m'apprécient. Puis c'est là où j'ai de la difficulté. Puis c'est un défaut, là, de patron. Puis c'est pour ça que dans un monde idéal, je serais plus le patron du quotidien. Un peu comme Éric. Je m'occuperais de la vision puis de bâtir des partenariats. Mais le quotidien, c'est pas ma grande force parce que j'ai ces défauts-là. Okay. Mais j'ai besoin de sentir que mon équipe m'apprécie. Sinon, mon quotidien est plus difficile. Moi, j'ai besoin de ça. Marie, toi, c'est pas un besoin que tu as. Bien, c'est sûr que c'est le fun, là, mais moi, je le sais que ça fait partie de la vie de l'être humain, d'à quelque part, un petit peu haïr tes dirigeants. Tu sais, de bitcher le boss autour de la table à café. Ah, ouais. C'est ça. Tu sais, moi, je reviens à... Barack Obama, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis quand il y a eu les élections de 2008, il était 50-50. Là. Ça veut dire que 50 de la population qui ne l'aimait pas, malgré que c'est quelqu'un qui est très charismatique. Fait que je pense que ça fait partie de la vie qu'un dirigeant, et on le bitch une fois de temps en temps, puis c'est ça. Fait qu'une fois que tu as assumé ça, c'est ça. Sinon, tu vas être déçu, tu vas être triste, puis... Ouais. Mais je vais faire une analogie avec le hockey. Souvent, on dit que dans un vestiaire de hockey, tu as un tiers du monde qui est derrière le coach, un tiers du monde qui est contre le coach et un tiers du monde qui s'en fout complètement. L'important, c'est d'avoir que les leaders, tes leaders, soient ceux qui t'appuient. Est-ce que c'est une analogie qui peut faire aussi dans une entreprise? Non, je pense pas, parce que comme dirigeant d'une entreprise, faut avoir... on peut s'en foutre de tout ce que tous les autres pensent. Okay. À la fin de la journée, un employé est là parce qu'ils sont rémunérés. Ici, on arrête de les payer. Non, mais c'est vrai. Parce que je pense complètement autre chose. Non, mais si on arrête de les payer, ils ne vont pas revenir au travail. Même s'ils aiment mon mission, même s'ils m'aiment bien, ils vont arrêter de venir au bureau. Et à la fin de la journée, j'ai des employés avec qui j'ai bien entendu qu'ils ont décidé à un moment ou l'autre d'aller passer vers un autre emploi. Et j'ai des employés qui je n'aime pas et j'avais la misère à retenir, voudraient garder chez nous, qu'ils voudraient rester juste parce que c'était un chèque. Mais moi, mon responsabilité encore, c'est auprès de mes clients. Je dois vivre dans une réalité où je m'en fous si tous mes employés sont contents. Si mes clients ne sont pas contents, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de capacité de payer leur salaire et il n'y a plus d'employés. Alors, donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'on confond souvent bon boss et générosité en quelque part. Bien, un bon boss, je pense, c'est quelqu'un qui offre beaucoup d'avantages, qui aide ses employés à aller plus loin dans la vie. Pas juste dans leur emploi actuel, mais qui voit plus large que juste, OK, on sait que vous êtes chez nous aujourd'hui, mais dans la situation actuelle, dans le monde actuel, les employés vont avoir 5, 6, 7 emplois, alors ils ne vont pas rester chez nous pendant toute leur vie. Alors, je veux garder une bonne relation avec eux, mais je sais au moins la moitié de mes employés ne sont pas intéressés à avoir une carrière assez longue avec moi, alors ils ne sont pas là pour faire vivre mes rêves. OK. Moi, pour répondre à ta question, je dirais, quand mon entreprise, on est 10 personnes, je pense que si on se rend à 15-20, moi, je te dirais 100% de ma gang doit être all-in au niveau de la mission, des valeurs, puis ça doit être plaisant pour tout le monde, tout le temps, dans l'entreprise. Rendu à 50 ou à 100, je pense que ton analogie fonctionne. Tu vois, le tiers du monde qui vont être tes leaders, le tiers qui est comme... je me sais plus, c'était quoi, le deuxième tiers, c'était? Ceux qui sont contre un patron. Un peu plus négatif. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'en sacent. Puis ceux qui s'en sacent. Puis si tu es un boss comme Éric, qui est capable d'avoir une culture tellement forte, peut-être que ton tiers qui est contre va devenir un 5 ou un 10 plutôt qu'un 33 %. Mais la taille de l'entreprise fait une différence. Moi, personnellement, au quotidien, je ne serais pas capable d'œuvrer dans une entreprise où il n'y a pas 100 du monde, d'une équipe de 10 à 20, qui n'est pas
juste dans le plaisir d'être ensemble. Okay. Pour moi, c'est important. Tu sais, moi, je suis un peu entre les deux, là, entre les deux gars. Moi, je veux que mes employés soient heureux. On fait du service à la clientèle, il faut que ça se sente, là, que les gens sont bien, sont de bonne humeur. Puis, nous, on est dans le vêtement, on vend un peu, on vend du plaisir, on vend c'est ça qu'on vend. Mais ça me dérange pas que le crédit ne me revienne pas nécessairement. Moi, je veux qu'au final, mes employés soient contents, soient heureux, soient bien, puis ils s'épanouissent. Fait que moi, je vais mettre des initiatives en place pour ça, mais s'ils savent pas que ça vient de moi puis ça vient de quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. Et avec ça, je suis d'accord. Je veux que mes employés sont heureux. Mais s'ils ne sont pas heureux, soit ils ne vont pas juste démissionner et dire « OK, je vais trouver d'autres choses ». Ils vont rester chez nous le plus longtemps possible pour garder le salaire. Et après ça, quand ils trouvent d'autres choses, ils vont partir. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, si mon employé n'est pas heureux, je vais dire « Regarde, mauvais fit ». Même si tu es performant, moi, j'ai besoin qu'il soit heureux. Alors que toi, tu sembles dire, je vais le garder parce qu'il est performant et c'est bon pour mon client. Parce que je sais que j'ai besoin d'une diversité de talents pour servir à tous mes clients. Et ça, c'est la réalité de mon entreprise. Et c'est pas tout le monde qui fit dans une certaine contexte qui va être heureux à temps plein. Alors, je vais vivre avec ça. Mais si t'arrêtais de faire des crises régulièrement, peut-être que ta gang, ça irait mieux aussi. C'est difficile pour moi, mais je vais essayer. Pourquoi pas, là. On se parle beaucoup de relations de travail depuis tout à l'heure, là. Mais un boss, c'est aussi engager des gens. Un bon boss, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes également. Est-ce que vous avez... C'est difficile de me dire non, là, mais est-ce que c'est difficile parfois de s'entourer de gens qui sont peut-être même, entre guillemets, plus talentueux sous certains aspects que vous-même? En fait, c'est essentiel de le faire. Il n'y a pas un entrepreneur qui peut tout faire tout seul puis qui connaît tout dans tous les domaines. Moi, ce que je trouve difficile, c'est de recruter ces gens-là, pas tant au niveau de la personnalité, ça, j'ai un bon radar, mais c'est recruter des talents dans des domaines où je connais sweet fuck all. Ouais. Ça, c'est difficile. Exemple, en technologie avancée, je suis capable d'avoir un fichier Excel devant moi ou d'utiliser Zapier. C'est pas de la technologie. Mais c'est pas de la grosse technologie. Si je veux quelqu'un qui devienne mon directeur technologique, le recruter, comment savoir qu'il est vraiment compétent? Comment savoir qu'il va être la force technologique de mon entreprise? C'est ce que je trouve le plus difficile. Mais pas tant l'aspect valeur. L'aspect valeur, je trouve que c'est pas dur de sonder les valeurs des gens. OK. Puis moi, tu vois, au début, là, quand tu commences une business, tu n'as pas d'argent. Fait que tu essaies d'engager des gens, mais tu n'as pas de salaire. Fait que souvent, tu vas engager les gens un petit peu par-ci, par-là, puis ça sera pas des... Entre toi et moi, ça sera pas des gros talents. Puis moi, ça, là... non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, you buy cheap, you get cheap. Puis moi, ça... Je crois que ta gang est en train de t'écouter actuellement. Non, mais attends, c'est là que je m'en vais. Je trouvais ça pesant, parce que je trouvais qu'engager des gens comme ça me rajoutait de la tâche. Parce que c'est des gens qu'il fallait que tu formes, fallait que tu gères, fallait que tu leur dises quoi faire, puis c'était pas le fun. Fait que moi, engager des gens, là, c'était juste pénible. Puis là, depuis qu'on a avancé, on a plus d'argent pour payer des bons salaires, puis même des fois, on est au-dessus du marché. Là, je trouve ça le fun parce que je vois que quand j'engage quelqu'un, elle le fait toute seule, elle m'amène des ventes, elle fait, tu sais, tout marche. Fait que là, je trippe. Mais au début, c'était vraiment pénible. OK. Est-ce que comme patron, puis là, je lance des perches, mais est-ce qu'un bon patron doit nécessairement avoir le nez fourré partout? Vraiment, là, être conscient de tout ce qui se passe dans son entreprise? Non, faut que tu délègues. Faut que tu délègues. Encore là, moi, je ne crois pas au micromanagement. Là. Il y en a qui réussissent, mais c'est souvent ce qu'on appelle les intégrateurs. C'est des entrepreneurs, mais qui sont dans le quotidien. Tu es capable de faire ça quand tu as 10, 15, 20 employés, mais au-delà de 20, après ça, tu vas nuire à la croissance de ton entreprise si tu as besoin de mettre ton nez partout. Moi, je suis pas bon quand je mets mon nez partout. Encore là, je suis bon quand je m'entoure de gens. Puis quand tu as une équipe de 10 en gestion, là, tu es capable d'avoir quelqu'un, une tête forte en marketing, tu es capable d'avoir une tête forte en technologie, puis une tête forte en gestion des opérations ou en vente. Puis c'est là où, moi, dans les dernières années, j'ai recruté comme 5 personnes de plus dans la dernière année parce que ça va super bien. Fait que ça fait en sorte que je suis beaucoup moins dans les problèmes du quotidien, puis mon entreprise peut croître beaucoup plus rapidement. Okay. Mais ça, c'est moi... Mais moi, je dirais que c'est plus une confiance sur l'équipe en place. Ouais. Et moi, actuellement, et j'admets aujourd'hui, j'ai une équipe de rêve. Vraiment, tout le monde sur l'équipe Arch, je les adore, ils travaillent très bien. En 2019, ce n'était pas le cas. Alors, j'avais besoin de me mêler dans tous les dossiers parce que c'était une question de qualité de performance pour tous mes employés et je n'avais pas de confiance en tout le monde. Là, je peux me retirer un peu et je donne beaucoup plus de liberté à mes employés. Alors, ça change des choses. Mais quand on a le bon équipe en place, ça change des choses. Puis, tu vois, moi, au début, il y a une évolution là aussi quand tu es entrepreneur. Au début, moi, je suis contrôlante. Là. Personne va être surpris de ça. C'est ça. On tombe ça vient un peu féminin. Là. On est tous un peu contrôlants. Là, ça pourrait être débattu, là, mais bon. Prochain débat, prochaine émission. Exact. Fait qu'au début, moi, j'étais
drôle parce qu'elle prend le côté des gars. Eh oui, c'est pour dire que les femmes sont contrôlantes. Marie, t'es mieux d'en avoir de l'équipe des gars que de l'équipe des filles. Non, mais on est capable d'admettre nos petits défauts féminins parfois. On n'en a tellement pas qu'il faut qu'on les Non, mais mette c'est une force. C'est une force, ça. Marie. C'est ça. Fait que j'étais contrôlante pour le bien-être de l'entreprise. Fait que j'avais beaucoup le nez dans tout ça. Puis là, plus c'est allé, plus je me suis rendu compte que quand j'étais moins là, les gens étaient meilleurs. Il y avait plus de liberté, il y avait plus de responsabilité, ils tripaient plus. Fait que là, je me suis retirée. Fait que je suis plus pantoute dans le micromanagement. Puis moi, j'ai de la misère à me concentrer quand je suis au bureau. Je me fais déranger tout le temps. Fait que là, je veux de plus en plus être soit à la maison ou ailleurs pour travailler. Fait que là, je m'en vais de plus en plus. Puis là, je suis en réflexion à savoir, est-ce qu'il faut trop que tu t'en ailles? Puis là, c'est plus bon, tu sais. Fait que je suis comme C'est sûr qu'il y a une ligne à tracer. Je suis comme là-dedans, là. C'est ça. Moi, j'ai une question pour Noah, si tu me permets, Patrick. Est-ce que c'est le même monde que l'année passée que tu as formé justement dans tes fameuses activités de team building? Ou c'est parce que tu as du nouveau monde que tu as mieux choisi qui fait que 2020, ton équipe, elle est plus fiable? 100% du nouveau monde. Il y a juste une personne qui reste de 2019 sur l'équipe. Tous les restes, ils sont partis ou je les virai. Pour vrai? Pour vrai. Wow, OK. À Noël, tout le monde. Joyeux Noël! C'est ça, 4%! 4%! Les 4% partout. Ça, c'est des jokes d'entrepreneurs, Patrick, c'est ça? À Noël, nous autres, c'est tout un autre chèque de joke. bonus. Ouais, c'est ça. Et on salue tous ces chômeurs de Arch Innovation qui nous écoutent présentement. Non, mais je conclue avec ça parce que dans la brillante préparation de Marie-Philippe, qui tenait en 5 points... Non, mais des points forts, T'as par exemple. T'as écrit semaine de 4 jours. Oui. Je t'écoute Ça aussi, parce qu'il je suis en n'y a rien réflexion. d'autre. Ouais, Comme on dit, vas-y. semaine Mais ça- de 4 jours. 4 mots. Oui, mais encore une fois, vous allez voir comment c'est fort. Je suis en réflexion aussi. Parce que ça, c'est pour moi. OK? Moi, j'aime ça avoir une fin de semaine de 3 jours. T'es fine de partager ça avec nous. Merci, Non, Marie. tu Merci vas voir où beaucoup. c'est que je m'en vais avec ça. Je trouve que je reviens plus forte que une fin de semaine de 2 jours. C'est niaiseux, mais c'est ça. Puis je me dis, OK, si, admettons, on décide d'implanter ça, il y a plein de nouvelles entreprises qui font ça. À cette heure-là, tu travailles du lundi au jeudi, efficace, concentré, puis tu as la fin de semaine pour profiter, puis tu fais d'autres choses. Tu sais, je suis en réflexion. Ouais. Mais moi, j'ai des employés d'entrepôt. Fait que comme Éric, il disait tantôt, je peux pas faire ça pour mon équipe de bureau, puis pas le faire pour mes employés d'entrepôt. Fait que, tu sais, c'est tout des questionnements puis des trucs, il faut que tu réfléchisses, puis c'est touché. Il y a personne qui sait, c'est-tu une bonne idée, c'est-tu pas une bonne idée. Puis là, une fois que tu l'as fait, c'est difficile de revenir en arrière. Fait que je suis comme dans ces réflexions-là. Là. Je sais pas... Merci pour le partage. Non, mais avez-vous déjà pensé à ça? Semaine de 4 jours, oui ou non? Nous, on est plus dans le service. On n'a pas d'entrepôt, de chaîne de production. Fait que vous pourriez le faire. Ben, il y a déjà beaucoup de travail à la maison qui se fait chez nous, des fois du 4 jours. Moi, je leur dis tout le temps, quand j'embauche des gens, je leur dis, moi, je surveille pas les heures. J'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas d'énergie à surveiller à quelle heure tu rentres puis à quelle heure tu pars. Fais ce que tu as à faire, je vais avoir confiance. Tu sais, quand j'ai confiance, j'ai confiance. Fait que ça me dérangerait pas, mais je leur dis tout le temps, c'est le client qui compte, là. Fait que, tu sais, on a des gens qui appellent le vendredi, on a qui appellent le lundi, puis il y en a qui ont besoin d'aide la fin de semaine. Fait que l'enjeu, c'est quand même de réussir à le faire. Puis quand tu as une petite équipe, j'ai de la misère, moi-même, à faire des 4 jours, parce que la job, il y en a comme pour 30 personnes, puis on est 10. Là. Et toi, Noah, dans le rôle du patron intransigeant? Noah, c'est 6 jours. 6 sur 7 sont faux. On fait... C'est le 7e, c'est du team building pour rebâtir. Vous êtes moche. En fait, c'est l'inverse. On n'a pas de deal fixe chez Arch. Okay. C'est complètement un modèle décentralisé où les employés décident sur quoi les heures de travail. On a quelques heures rencontres de l'équipe par semaine, mais c'est tout basé sur des livrables. Alors, il n'y a pas d'obligation de venir au travail le matin. Ils peuvent travailler de chez eux, dans un café, à distance, à l'étranger. Ça a changé pour nous. Et dans notre modèle comme consultant, on a la liberté de faire ça. Okay. C'est le fun de vous entendre quand vous n'avez pas le même point de vue. Je trouve ça le fun. Bien agréable. Merci pour le débat. Merci à toi, Patrick, d'avoir animé de cette main de maître. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec. La question du public aujourd'hui nous vient de qui, Carlo? La question du jour nous vient d'un paquet de monde. En fait, c'est une question qu'on a tout le temps. Fait que l'embauche d'un vendeur, c'est important pour plusieurs, puis pour beaucoup de dérangeants nous posent la question, beaucoup de dérangeants qui nous écoutent, qui sont aussi des dérangeants. Alors, la question, c'est, si je dois engager un vendeur, comment je le paie pour qu'il performe au maximum? Est-ce que c'est 100% commission, moitié-moitié? Est-ce que je l'offre une location pour une voiture, etc.? Et je commence avec qui a envie de se mouiller là-dessus, Marie? Moi,
que c'est sous toute réserve, là, mais je pense pas que légalement, tu peux engager juste à la commission. Je pense qu'il faut quand même que tu donnes le salaire minimum. Fait que ça, à vérifier, là. Mais ouais, je pense que tu peux, avec un minimum, salaire minimum, commission. Oui, c'est ça. C'est comme les restaurants, là. Mais il faut quand même que tu donnes un salaire de base. Sauf que si tu es un vendeur qui vend des produits à 1 000 ou à 2 000 ou à 5 000 c'est facile d'avoir un niveau de commission qui permet de surclasser le salaire minimum avec ça dépend commission. c'est pas comme si tu vends des téléphones cellulaires, mais moi, j'aurais tendance à augmenter plus le salaire de base quand même pour essayer d'aller recruter les meilleurs puis donner une bonne commission. C'est pas grave, là, si tu payes des gens 150 000 par année. S'ils livrent puis ils te ramènent 450, t'es rentable. Les vendeurs sont drivés par l'argent, généralement. Fait que ça te prend un bon produit qui va attirer ton vendeur. Mais moi, je pense que ça te prend un niveau de commission de, je sais pas, 10 à 30 certains pour les motiver. C'est du monde à l'argent, puis le nombre d'heures qu'ils vont travailler va être souvent en lien avec la rémunération qu'ils vont pouvoir avoir. Donc, dans ton cas, on parle de moitié-moitié, mais avec un bon salaire. J'aurais pas peur d'aller jusqu'à au moins 30 de commission ou plus. Avec un salaire plus bas? Ah oui, salaire de base. Tu sais, je sais pas trop. Là, mettons que dans ce domaine-là, les vendeurs font du 100 000 par année. Tu te donnes un 40 000 de base, le reste ta commission. Fait qu'il peut se rendre à 50, il peut se rendre à 80 ou à 100. Mais sa performance en lien avec le salaire, je pense que chez les vendeurs, ils sont habitués à ça. Puis ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Et dans ces cas-là, allocation de voiture, ça vient avec, je suppose? Ou, les dépenses liées au travail, s'il y a besoin de se déplacer, ça vient avec. Là. OK. Merci de vos lumières. Noah, Noah, il a tout viré ses employés. C'est ça. Une après l'autre. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911. Les dérangeants! Les dérangeants. C'est déjà tout pour ce 9e épisode. Tabarouette, ça a été le fun. Des débats de feu, un invité généreux, Éric Lamande. Vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Carlo. Merci, Marie-Philippe. Merci beaucoup, Noah, également. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et à la prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!